Bonjour et bienvenue à l'Assemblée nationale. La séance est ouverte. Nouvel épisode avec un sujet explosif à l'ordre du jour, la question du droit du sol à Mayotte. Alors les députés examinent un texte pour renforcer les conditions d'accès à la nationalité française dans l'archipel. C'est une proposition de loi, donc un texte qui émane des députés et non pas du gouvernement. Un texte porté par la droite républicaine dans le cadre de la journée réservée à ce groupe. De quoi s'agit-il précisément ? Eh bien, de durcir les critères pour bénéficier du droit du sol à Mayotte en imposant aux deux parents de résider sur l'archipel à la naissance du bébé de manière ininterrompue au moins 1 an. Alors qu'actuellement, eh bien, un seul parent doit résider à Mayotte depuis plus de 3 mois pour bénéficier du droit du sol. Précisons que supprimer le droit du sol nécessite bien sûr une révision constitutionnelle, mais pour restreindre ce droit, une simple loi suffit, comme cela avait déjà été fait en 2008 lors de la loi Asile et Immigration, où une dérogation au droit du sol avait déjà été octroyée pour Mayotte. Le texte d'aujourd'hui est porté par le député de la Manche, Philippe Gosselin. La parole est au rapporteur. À tout à l'heure. Monsieur le Président et chers collègues, nous nous retrouvons donc 6 semaines après le passage du cyclone Chido. Et quelques jours, c'était la semaine dernière, après l'adoption, je le rappelle, à l'unanimité de la loi urgence pour Mayotte, réunis pour évoquer la situation de l'archipel qui est évidemment préoccupante, un archipel durement touché par cette catastrophe naturelle qui nous a tous frappés moralement aussi. Et une fois encore, et je profite de la présence de notre collègue Estelle Youssoufa, pour redire devant elle et par son intermédiaire d'une façon appuyée tout notre soutien à nos compatriotes mahorais. Le cyclone Chido, en réalité, est un révélateur et je crois aussi un catalyseur de la situation critique que connaît Mayotte. Ce n'est pas Chido qui crée le chaos, il le crée d'une autre façon que celle que je vais évoquer, mais réellement un révélateur et un catalyseur. Et si nous pouvons nous réjouir de l'adoption de la loi d'urgence et dans les conditions que j'ai évoquées il y a quelques instants, il faut le dire, elle est incomplète. Je suis resté sur ma faim. Et bien sûr, si elle apporte un certain nombre de réponses concrètes pour la reconstruction, le texte demeure incomplet, on l'a dit sur plusieurs bancs, au ministre Valls, au gouvernement, car c'est un texte qui ne s'attaque pas à un certain nombre de difficultés structurelles de l'île. Et bien sûr, la situation migratoire fait partie de ces éléments qui n'ont pas été traités. Il faut un plan large pour Mayotte. Il y a bien sûr cette PPL qui vise donc à renforcer les conditions d'accès à la nationalité française à Mayotte, mais il faut aussi un plan où le régalien est davantage présent et à côté du développement économique de l'île, à côté de l'implantation d'un certain nombre de services, un plan global, cohérent et qui traduirait l'effort de la nation. Mayotte, je le disais, est confrontée à une pression migratoire et démographique exceptionnelle qui dépasse tout ce que l'on peut connaître ailleurs sur le territoire de la République et qui nécessite, je le pense très sincèrement, une adaptation urgente de nos politiques publiques. En raison de l'immigration massive, en provenance principalement des Comores, mais pas que. Les Comores jouent en tant qu'État un rôle très particulier, soufflant le chaud et le froid, je le dis, mais on a désormais une immigration qui vient d'ailleurs, de l'Afrique australe, de l'Afrique des Grands Lacs, avec des filières très organisées, beaucoup plus sans doute que les filières comoriennes, et beaucoup plus aussi violentes. Et ça pose évidemment de grosses questions dans ce département qui est le plus pauvre de France et qui connaît une croissance non maîtrisée de sa population. Selon l'INSEE, vous savez bien que les chiffres de l'INSEE sont parfois contestés à Mayotte, plus de la moitié de la population est étrangère. C'est une population qui est estimée à 320 000 habitants, mais tout le monde s'accorde pour dire que vraisemblablement, on est plutôt entre 380 et 400 000. Je récuse le chiffre de 500 000 que j'ai entendu ou lu ici et là, mais je crois que nous sommes plutôt donc dans cette épure des 380-400 000, ce qui est évidemment très important sur un territoire qui ne fait que 374 km². Et dans ce cadre-là, plus de la moitié de la population est étrangère. Et dans cette partie-là, 87% de la population est de nationalité comorienne, avec un tiers des habitants qui est en situation irrégulière.
Je n'oublie pas que cette crise migratoire engendre également un nombre important de mineurs isolés, les fameux MNA, très mauvais acronyme, mais qui est estimé, ce nombre de mineurs isolés, à plus de 4000. Plus de 4000 gamins qui errent en réalité, pas toujours pris en charge comme il le faudrait, parce qu'il est compliqué de pouvoir les récupérer, s'en occuper et pouvoir les héberger. Ce sont des chiffres en tout cas de 2019 de la Chambre régionale des comptes, et aujourd'hui nous sommes largement au-dessus vraisemblablement, puisque ce chiffre augmente d'année en année. La population a aussi quadruplé de 85 à 2017, je dis bien quadruplé. C'est impressionnant, c'est un solde démographique qui est porté par une forte natalité des mères étrangères qui représente désormais les 3/4, je dis bien les 3/4 des naissances enregistrées dans le département. Elles ont été comptées à 10 280 en 2023. Je rappelle, c'était déjà le cas quand je suis allé pour la première fois à Mayotte en 2008. Par contre, nous étions à 4000, un peu plus de 4000 naissances. Aujourd'hui, nous en sommes à plus de 10 000 et toujours cette première place des maternités de France. Et l'INSEE, si on se projette un peu sur l'avenir, l'INSEE estime que l'île, dans les conditions actuelles, compterait plus de 750 000 habitants. On parle de 760 000 à horizon 2050, ce qui n'est pas tout à fait demain, mais qui n'est que après-demain, si les flux migratoires demeurent à la hauteur de ceux observés entre 2012 et 2017. Alors bien sûr, les conséquences de ces évolutions migratoires et démographiques sont connues, et elles pèsent sur tous les aspects, je dis bien sur tous les aspects de la vie quotidienne de nos compatriotes. C'est bien sûr une saturation de l'ensemble des services publics, école, hôpital, bien sûr. C'est la multiplication de l'habitat insalubre. On parle très, très gentiment d'habitat informels, sont les bangas, disons clairement les choses. Il s'agit des bidonvilles. Plus de 40% de l'habitat est ainsi constitué, et partant aussi des conséquences sur l'environnement, puisqu'il n'y a pas d'assainissement, l'accès à l'eau pose question. Il y a des questions aussi d'insécurité. Et moi, je reprends ce que disait le ministre d'État Valls il y a seulement quelques jours. Oui, à Mayotte, l'immigration irrégulière et l'habitat illégal s'auto-nourrissent sans aucun doute. Je l'ai constaté les 5 ou 6 fois où je suis allé sur le territoire. Alors bien sûr, les causes migratoires sont multiples. Elles ne se réduisent pas à l'acquisition de la nationalité française, mais les perspectives d'accès à cette nationalité française constituent sans aucun doute un facteur indéniable d'attraction pour l'immigration irrégulière. Le droit du sol dit simple permet, et c'est l'occasion de faire un point sur l'acquisition de la nationalité chez nous, le droit du sol dit simple permet donc à un enfant né en France de 2 parents étrangers, même en situation irrégulière, d'obtenir la nationalité française dès ses 13 ans du seul fait d'être né et d'avoir résidé sur le sol français. C'est le droit positif actuel. Cela permet par voie de conséquence aux parents de l'enfant d'obtenir un titre de séjour en qualité de parents d'enfants français. Ça a des conséquences évidemment importantes puisque ça les protège de l'éloignement, leur ouvre le bénéfice aussi de prestations sociales. Ça avait été mis en avant par une mission d'inspection interministérielle qui estimait en 2022, c'est tout frais, qu'en moyenne, 1600 mineurs deviennent français via le droit du sol chaque année à Mayotte. C'est un chiffre assez conséquent. Et si on observe cette fois-ci les titres de séjour délivrés à Mayotte en 2022, plus de la moitié de ces titres de séjour l'étaient pour le motif, je cite, « parents d'enfants français ». La moitié à Mayotte, alors que c'est 20% des titres qui sont délivrés à La Réunion, à quelques encablures de Mayotte, et 14% en Guyane. Vous voyez la part importante, les statistiques le démontrent, et statistiques peut-être là aussi sous-estimées d'une certaine façon compte tenu des comptes et des décomptes. Ce constat a déjà motivé le législateur, vous le savez, en 2018, à adapter le droit du sol à Mayotte. Et on a aujourd'hui un dispositif qui s'articule autour de l'article 2493 du Code civil, qui a été modifié du reste par la loi du 10 septembre 2018 et qui précise qu'un enfant né à Mayotte de parents étrangers ne peut acquérir la nationalité française que si, à la date de sa naissance, l'un de ses parents
au moins résider en France de façon régulière, sous couvert d'un titre de séjour et de manière ininterrompue depuis plus de 3 mois. À cet instant, parce que je sais que le sujet viendra évidemment, et c'est légitime, sur la table et dans les échanges et dans les débats tout à l'heure, je rappelle très brièvement mais fermement que le Conseil constitutionnel a validé sans réserve ces dispositions en considérant qu'elles ne portaient atteinte ni au principe d'égalité, ni à l'indivisibilité de la République, des grands principes constitutionnels auxquels nous sommes attachés. Le juge constitutionnel a très clairement, au contraire, souligné que les caractéristiques et contraintes particulières de Mayotte, qui connaît donc des flux migratoires très importants, justifiaient de telles adaptations du droit de la nationalité. Alors, au regard de l'urgence sociale et migratoire de Mayotte, il nous apparaît nécessaire aujourd'hui d'aller plus loin. C'est une situation très critique qui préexistait, c'est vrai, à la crise qui est engendrée par Chido, mais qui, je le répète, comme je le disais en introduction, est bien un révélateur et un catalyseur de la situation. Et pour aussi faire taire par avance toute critique potentielle, je verrais bien certains venir avec leurs gros sabots, nous ne surfons pas sur la difficulté des gens. La PPL a été déposée le 3 décembre et ça serait nous faire vraiment beaucoup de reconnaissance de compétences en matière météo que d'avoir pensé qu'on ait pu à ce point anticiper Chido. C'est qu'en réalité, c'était la conséquence, que je l'ai dit, de ce révélateur, de ce catalyseur, mais de faits préexistants. La proposition de loi qui est portée par le groupe de la droite républicaine et dont nous débattons aujourd'hui, et je la présente en quelques mots pour terminer, prévoit en premier lieu que la condition relative au séjour régulier des parents de l'enfant s'applique aux 2 parents et non plus à un seul. Cette disposition vise en particulier, spécifiquement aussi, à prévenir les reconnaissances frauduleuses de paternité, qui sont nombreuses, mais c'est un sujet qui aujourd'hui est insuffisamment évalué et qu'il faudra creuser. En second lieu, l'article unique de la proposition porte la durée minimale de résidence exigée au moment de la naissance de l'enfant de 3 mois à 1 an. Cette durée d'1 an paraît proportionnée à la situation propre à Mayotte. C'est ce qui découle du Conseil d'État, mais plus encore du Conseil constitutionnel. Et ça s'inscrit bien évidemment dans le cadre de l'article 73 de la Constitution, dans le cadre des adaptations législatives possibles pour un territoire comme celui de Mayotte, un département comme celui de Mayotte. On rappellera que l'allongement de ce délai a déjà été voté par le Parlement aussi, par notre Assemblée, notamment en décembre 2023, lors de la discussion d'un texte qui avait fait l'unanimité pour contrôler l'immigration et améliorer l'intégration. Bon, bien sûr, et vous le savez, cette disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel, mais absolument pas pour des raisons de fond, mais des raisons de forme. Le Conseil constitutionnel a considéré qu'il s'agissait d'un cavalier. Nous avons été nombreux à trouver à cette époque-là que, y compris des juristes patentés et qui ont pignon sur rue, à trouver que l'interprétation du Conseil constitutionnel, notamment de l'article 45, ce qui n'est pas le cas ici, on était sur un cavalier de 45, mais pas uniquement, avait été quand même particulièrement singulière. Et puis, en troisième point, et je terminerai là-dessus, la PPL procède à une coordination de l'article 2495 du Code civil afin d'adapter évidemment les mentions qui sont portées sur l'acte de l'état civil. Bref, en conclusion, notre conviction est bien que cette proposition de loi, en alignant la législation sur les réalités démographiques, je dis bien les réalités démographiques et sociales de Mayotte, ce n'est pas une volonté de sortir du chapeau un texte qui serait un texte de plus, non, nous voulons être utiles et en respectant les principes constitutionnels, les spécificités locales, et nous espérons, je l'espère en particulier, que cela sera de nature à permettre la restauration d'un équilibre et de mieux contrôler les flux migratoires. Alors, disons-le tout de suite, personne ne prétend que cette proposition de loi, qui, je l'espère, deviendra loi après le passage au Sénat, permettra de résoudre toutes
les difficultés de Mayotte. Ça serait trop simple et trop facile. Ce n'est pas la réponse miracle aux faits migratoires à Mayotte. Ce n'est pas l'alpha et l'oméga de toutes les politiques publiques. Il faut le prendre plutôt comme un élément d'impulse qui s'insère dans un ensemble plus large, mêlant du régalien, bien sûr, mêlant aussi des décisions de développement économique, d'infrastructures. On parle depuis trop longtemps de la piste longue pour l'aéroport, du contournement par exemple de Mamoudzou, d'un deuxième hôpital. Bref, tous ces éléments-là sont indispensables, mais le régalien doit absolument faire partie du plan d'ensemble. Et même si la résolution des difficultés ne stoppera pas du jour au lendemain, vous savez, quant à Mayotte, et pour ceux qui y sont allés, vous le savez, malgré la situation, malgré les tensions, ça reste un territoire attractif quand dans d'autres zones et en proximité avec les Comores, la misère est présente tous les jours, et quand les territoires d'Afrique australe ou des Grands Lacs se sentent attirés. En tout cas, moi je souhaite, pour reprendre ce que disait Aimé Césaire, que nos compatriotes de Mayotte soient des Français à part entière et pas des Français à part, entièrement à part. Je crois que c'est aussi l'engagement que nous devons avoir pour ce territoire, pour dire à nos compatriotes que nous les avons compris, que nous sommes à leur côté. Cette lutte contre l'immigration irrégulière est un enjeu évidemment crucial. Trop de conséquences au quotidien pour une île qui aujourd'hui étouffe et ne peut assumer les éléments de base comme la santé, le logement, l'éducation, ou alors dans des conditions difficiles. Je vous remercie. La question du droit du sol à Mayotte fait débat en France. François Bayrou, le Premier ministre, s'est dit favorable à cette mesure. Manuel Valls, ministre des Outre-mer, et Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, soutiennent eux aussi ce texte. Mais ce sujet, on sans doute, divise profondément l'Assemblée nationale. Vous allez le voir, la discussion générale a donné lieu à des moments tendus. Nous en venons donc à l'expression des groupes. Je donne tout de suite la parole à Yohann Gillet pour le groupe Rassemblement National, pour 4 minutes. Là, ouais, je sais, là, je sais que ma langue a fourché, j'en ai eu conscience. 4 minutes. Donc, merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, chers collègues, surnommée l'île au parfum, Mayotte est un véritable joyau de la République française. Cependant, loin de briller, ce joyau est en danger. Et elle n'est pas l'Eldorado qu'elle devrait être. Mayotte se trouve face à une menace existentielle. Le fléau de l'immigration de masse y a atteint une ampleur dramatique. Les Mahorais vivent dans l'abandon total. Ils voient leur quotidien ravagé par ce fléau qui menace leur culture, leur travail et leur avenir. L'explosion démographique aggrave chaque jour davantage la crise. En 1985, 12% des habitants de l'île n'en étaient pas natifs. Aujourd'hui, ce taux dépasse les 55%. En 20 ans, la population de Mayotte a doublé. Et depuis 1958, elle a été multipliée par 4. La dynamique des naissances y est massive et 42% des enfants qui y sont nés le sont de 2 parents étrangers. Ce terme de submersion migratoire est d'ailleurs trop faible pour décrire la situation de ce petit bout de France au cœur de l'océan Indien. Chers collègues, j'ai vu cette réalité sur place il y a quelques mois lors d'une mission parlementaire. Les Mahorais sont consternés et ils ont raison. Depuis des années, malgré nos alertes répétées et le cri des détresses de nos compatriotes, les gouvernements successifs n'ont pas pris les mesures qui s'imposent. Rétablir l'ordre et lutter contre les causes du chaos migratoire sont des priorités. Mais monsieur le rapporteur, la loi dont nous débattons aujourd'hui, celle que vous avez rédigée et qui vise à durcir les conditions d'acquisition de la nationalité française par le droit du sol à Mayotte, s'avère trop molle, trop tiède. Elle s'avérerait inutile dans son application tant elle ne prend pas la mesure de la situation. Actuellement, en raison du contexte particulier existant à Mayotte, les règles d'acquisition de la nationalité y ont été légèrement adaptées. Mais malgré quelques maigres restrictions, le droit du sol y demeure une véritable machine qui génère l'immigration clandestine. Comme en métropole, un étranger qui naît là-bas peut obtenir automatiquement la nationalité française sans aucun lien réel avec notre pays. Comme en métropole, il ne protège ni les Mahorais ni la France. Le cadre législatif du droit du sol mine l'avenir de la France. À Mayotte, plus qu'ailleurs encore, il met à genoux nos services publics, il fracture la cohésion sociale et nourrit une insécurité grandissante.
Au Rassemblement national, nous nous opposons au maintien du droit du sol sur l'ensemble du territoire français. Seule sa suppression pure et simple aurait un effet positif. Et comme le rappelle Marine Le Pen, qui dès 2018 déposait une proposition de loi spécifique à ce sujet, sans cette réforme essentielle, toute autre action serait vaine. Supprimer le droit du sol, c'est mettre fin à l'attribution automatique de la nationalité à ceux qui naissent sur notre sol sans aucun lien réel avec notre pays. C'est protéger nos services publics saturés par une immigration massive. C'est redonner à la nationalité française son sens profond, une appartenance ou un choix, et dans tous les cas, une responsabilité. C'est protéger nos compatriotes, nos valeurs, notre identité. C'est rappeler qu'être français, cela s'hérite ou se mérite. Monsieur le rapporteur, vous l'avez compris, votre proposition n'est pas celle que nous attendons, ni celle qu'attendent les Mahorais. Par nos amendements, vous aurez l'occasion d'agir courageusement et concrètement et de répondre aux légitimes aspirations de nos compatriotes. Je vous invite à vous en saisir, supprimons purement et simplement le droit du sol et tournons la page de l'indécision et du laxisme. Je vous remercie. Je vous remercie. Vincent Corre pour le groupe EPR. Merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur. Chers collègues, d'abord exprimer le soutien de l'ensemble des membres, je pense, de la Commission des lois, à notre collègue Estelle Youssouffa et à l'ensemble des habitants de Mayotte après le cyclone Chido. Des faits sur lesquels on peut s'entendre et sur lesquels Monsieur le rapporteur est revenu, c'est la réalité, en fait, tout simplement des chiffres et de la population de Mayotte. Depuis l'indépendance des Comores et le maintien de Mayotte dans la République, la population de l'île a cru de manière très importante. 45 000 personnes en 1975, 131 000 en 1997, 321 000 en 2024, donc un quadruplement entre les années 80 et l'orée des années 2020. Ici, vous l'avez dit, se trouve l'un des problèmes structurels de l'île. Cette très forte progression, on peut par ailleurs raisonnablement considérer qu'elle est sous-estimée en raison de l'importance des ressortissants étrangers en situation irrégulière sur l'île. En 2017, c'est un habitant sur deux qui, selon l'INSEE, était de nationalité étrangère, dont 87% de nationalité comorienne, cet État voisin. Et on voit ici aussi le risque d'instrumentalisation qui peut intervenir de la part d'un État étranger dans le cadre de crise, comme ce fut le cas en 2018. Mayotte est également le territoire ultramarin le plus concerné par la lutte contre l'immigration irrégulière et représentait en 2022 95% du total des mesures d'éloignement prises dans les Outre-mer. Nous partageons la logique de performance de ce texte, Monsieur le rapporteur, si je peux m'exprimer ainsi, à savoir la lutte contre l'immigration illégale à Mayotte. Nous la partageons car Mayotte ne trouvera pas le chemin du plein développement et du plein épanouissement dans la République, ni à court terme celui de la bonne reconstruction, sans s'emparer de la question de la réduction de l'immigration illégale. Une mission interinspection précisait d'ailleurs en 2022 que la maîtrise du nombre d'étrangers en situation irrégulière à Mayotte est une condition impérative pour que les politiques publiques puissent fonctionner correctement et apporter l'espoir d'une vie meilleure aux habitants. Ce texte que vous nous présentez aujourd'hui s'inscrit dans la lignée de plusieurs autres, et notamment à la suite de la réforme portée par Gérard Collomb en 2018, avec l'introduction d'une première mesure de restriction à l'acquisition de la nationalité. Depuis cette loi, un enfant né à Mayotte de parents étrangers ne peut acquérir la nationalité française que si l'un de ses parents au moins résidait en France de manière régulière et ininterrompue lors de sa naissance, depuis plus de 3 mois. Vous l'avez dit, le Conseil constitutionnel saisi de cet article a jugé conforme à la Constitution, en ce qu'il entend répondre à des caractéristiques et contraintes spécifiques et lutter contre l'immigration irrégulière à Mayotte. Le texte qui nous est soumis, comme les dispositions introduites en 2018, sont conformes à l'interprétation constante du Conseil constitutionnel depuis 1993. Rien n'interdit en effet au législateur de traiter différemment des situations différentes en prenant en compte les circonstances locales dans, on va dire, un respect de la proportionnalité des mesures. Levons immédiatement un doute, même si la discussion sur chaque amendement nous permettra d'y revenir, et si je pense que le débat sera annulé là-dessus, mais il n'est pas question ici d'envisager une restriction du droit du sol autre que partielle et autre que limitée à l'île de Mayotte. Le texte d'initiative parlementaire que nous étudions aujourd'hui et qui s'intercale entre le texte d'urgence relatif à la reconstruction voté en janvier et le futur texte en préparation du gouvernement entend compléter ce dispositif en proposant en somme un double élargissement, un élargissement horizontal puisqu'il vise les 2 parents et un élargissement vertical dans le temps en portant la durée de 3 à 12 mois. Ce texte entend répondre donc aux besoins exprimés par les élus mahorais et à leurs nombreux questionnements. Vous l'avez dit, il ne sera en rien l'alpha et l'oméga des problèmes qui se posent à Mayotte. Il est un maillon, un chaînon dans une chaîne plus vaste. Il a ses faiblesses, ou en tout cas il charrie son lot d'interrogations. Je pense notamment à l'approche et à la rédaction visant à englober les 2 parents et aux incertitudes que cela peut créer, mais je suis certain que nous reviendrons sur ce point. La lutte contre l'immigration illégale passera tout autant, je le pense, par une réaffirmation de notre souveraineté dans la bonne exécution des mesures d'éloignement,
vis-à-vis des Comores que dans une pleine mobilisation constante et renouvelée des moyens de l'État et des collectivités dans la lutte contre les réseaux de passeurs. Ce texte de rédaction, je pense, perfectible, mais de nature à renforcer la lutte contre l'immigration illégale à Mayotte, répond à un besoin exprimé par nos compatriotes mahorais, et c'est pour cette raison que le groupe EPR le votera. Merci. La parole est à Hugo Bernalicis pour le groupe LFI. Merci, merci Monsieur le Président. Bon, déjà, il y a une question de principe pour nous, c'est que le droit du sol est consubstantiel des principes républicains et de la République elle-même que nous avons toujours défendu, que nous continuons de défendre, évidemment, parce que c'est un puissant facteur d'intégration. Je rappelle d'ailleurs que l'expression droit du sol est assez trompeuse en réalité, puisqu'il n'y a pas qu'une condition de naissance sur le sol. Il y a évidemment dans l'article 21-7 du Code civil une condition de résidence continue ou discontinue depuis au moins 5 ans et depuis l'âge de 11 ans. Donc on est en train de parler de situations d'enfants qui sont restés là sur le territoire national depuis plus de 5 ans et à qui potentiellement, aujourd'hui on accueille et qu'on intègre, à qui on va dire finalement c'est terminé pour vous, au revoir, retour à la maison, alors qu'ils ont à la maison je ne sais pas laquelle, puisque leur maison précisément c'est la France de par les conditions qu'on vient de rappeler dans l'article 21-7 du Code civil. Évidemment je ne sais pas s'il y aurait des problématiques constitutionnelles. Effectivement, le Conseil constitutionnel a déjà validé par le passé, en 2018, des adaptations, chers collègues, qui sont en réalité des dérogations aux principes, et non pas le respect des principes d'égalité et d'indivisibilité. Ce n'est pas le respect de ces principes-là, c'est l'acceptation, parce que l'article 73 de la Constitution le prévoit, de déroger à ces principes. Et nous souhaitons en réalité revenir aux principes. Parce qu'on voit bien, et le Rassemblement national par son intervention en aura fait la démonstration, et même la Macronie, que tout ça fait l'objet d'effets cliqués et de contagion, de dérogation au droit du sol et à ces grands principes, et que vous prêtez le flanc à tout cela. Et encore, si cela permettait de régler la situation, je veux dire, il y a des tas d'arguments qui montrent que ça ne va pas régler la situation. Déjà, premièrement, parce que des modifications ont été opérées en 2018. Nous y étions opposés, le Conseil constitutionnel les a validées. Est-ce que la situation s'est améliorée depuis 2018, même avant le passage du cyclone? Non, évidemment non. Et je vais dire que le contraire n'est pas vrai non plus. C'est-à-dire que l'application stricte du droit du sol à Mayotte, si on revenait à l'application stricte du droit du sol à Mayotte, ne réglerait pas non plus les problèmes de Mayotte. Mais par contre, il permettrait de respecter les principes de la République, les principes intangibles de la République, et de faire en sorte que les citoyens et les citoyennes de Mayotte soient bien des citoyens et des citoyens français à part entière. Vous-même, vous avez dit, monsieur le rapporteur, dans votre intervention, qu'il était hors de question d'avoir entièrement à part des citoyens. Et pourtant, c'est précisément ce que vous êtes en train de faire avec ce texte, avec un traitement différencié. Je rappelle quand même que... De mémoire, Jean-Luc Mélenchon était intervenu sur le sujet il y a de ça maintenant plusieurs années, en 2018 pour être précis, rappelant que les élus avaient mis en place une demande d'un plan de 1,8 milliard d'investissements sur plusieurs années pour mettre à niveau les services publics, même pas, je dirais même pas au niveau de l'Hexagone, mais à un niveau au moins acceptable pour fonctionner à peu près correctement sur place. Il n'y a pas eu le début du commencement de ces 1,8 milliard qui a été mis sur la table. Par contre, on a vu les grandes gesticulations même ça va au-delà de la gesticulation, des opérations Wambouchou de M. Darmanin qui, elles non plus, finalement, n'ont pas réglé le problème par cet axe et de cet angle uniquement répressif, car il faut évidemment régler les problèmes des services publics. Ça, c'est une évidence. Et puis, au-delà, il serait peut-être temps de se poser la question des causes de ces migrations et de comment on y répond. Plutôt que de se dire, ah bah oui, les gens arrivent, ils sont dans la précarité, dans la pauvreté, et du coup, on n'arrive pas à gérer la situation. Parce que si vous ne traitez pas les causes, de toute façon, il y aura toujours à nouveau des arrivées sur place, que vous bougiez ou non le droit du sol. Et j'en terminerai en vous disant d'un mot, Colette, Monsieur le Président. Non, Monsieur Bernalicis, on va respecter les 4 minutes. minutes. Alors, Monsieur le Président. Sans aucun problème. Madame Colette Cadevielle pour le groupe socialiste. Merci, Monsieur le Président, chers collègues, Monsieur le rapporteur. Parmi les premiers actes signés dès son investiture à la Maison-Blanche, Donald Trump a ordonné aux agences fédérales d'abolir l'attribution automatique de la citoyenneté des enfants nés aux États-Unis s'ils n'ont pas au moins un parent citoyen résident
permanent légal dans le pays. Sans tarder, un tribunal fédéral de Seattle a temporairement bloqué le décret du président américain révoquant le droit du sol, qualifiant cette mesure de manifestement inconstitutionnelle. En France, le groupe LR s'inscrit dans cette même pente populiste, juridiquement contestable, qui consiste à désigner encore la figure de l'étranger comme responsable de tous les maux. La défenseur des droits vous a écrit, Monsieur le Président, autorité administrative indépendante, la défenseur des droits nous alerte avant tout sur le contexte dans lequel cette proposition de loi intervient. Contexte complexe pour nos compatriotes de Mayotte, dévastés par le cyclone Chido. Votre proposition de loi place ainsi le sujet, s'il vous plaît, vous pourriez vous taire, messieurs du RN, s'il vous plaît. Moi, je vous ai écouté, vous pourriez faire de même. Cette proposition de loi place ainsi le sujet de l'accès à la nationalité française en concurrence directe avec l'enjeu majeur de reconstruction de l'île, en méconnaissance des problèmes d'accès aux droits quotidiens rencontrés par les usagers. Nul ne nie ici les difficultés majeures auxquelles Mayotte est confrontée. L'archipel est sujet à des tensions sociales qui visent à dénoncer une insécurité croissante dont l'immigration est souvent désignée comme la cause. Dans votre exposé des motifs, monsieur le rapporteur, vous estimez que cette immigration ferait peser une forte pression sur les services publics qui se trouvent désormais plus que jamais saturés, à l'image de l'enseignement ou des services de santé. Mais le droit de disposer de moyens convenables d'existence est reconnu à toute personne et le droit d'instruction à tout enfant. C'est à l'État, c'est bien à l'État d'adapter ses moyens en fonction des besoins spécifiques de ce département français. Votre proposition de loi, elle est dogmatique. Depuis la loi du 10 septembre 2018, un seul des deux parents résidant sur le sol national régulièrement depuis plus de 3 mois suffit à l'accès à la nationalité française. Votre proposition de loi s'est bien gardée d'évaluer l'absence d'efficacité supposée de cette loi de 2018, ce que ne permet pas vraiment de juger la nécessité de durcir encore plus le dispositif existant. Difficile de se baser uniquement sur la permanence du phénomène migratoire à Mayotte, uniquement admis pour justifier tout durcissement des conditions d'acquisition de la nationalité française. Mais surtout, votre réforme rompt l'unité du droit de la nationalité, c'est ce qui est certainement le plus grave. Mes chers collègues. En édictant des dispositions spécifiques au seul territoire mahorais, le législateur renouerait en substance avec une approche coloniale de la nationalité française. Et il faut s'intéresser pour cela à l'histoire de la nationalité à Mayotte. Historiquement une colonie française, achetée en 1841 à un sultan, accédant au statut de territoire d'outre-mer en 1946, plus récemment à celui de département d'outre-mer. Donc longtemps, le droit commun de la nationalité, malheureusement, ne s'y est pas appliqué. En particulier, les indigènes immigrés ne bénéficiaient pas du droit du sol, l'accès à la nationalité étant régi par le droit du sang et la naturalisation. Il a fallu attendre la grande réforme de 1993 pour que le droit de la nationalité rejoigne le droit commun. Vous proposez désormais que l'acquisition de la nationalité pour les enfants nés à Mayotte soit conditionnée à une résidence régulière et ininterrompue des 2 parents, ce qui est bien un problème, des 2 parents, pendant au moins 1 an. Donc cette proposition place les enfants dans une grande situation d'incertitude et de fragilité administrative, créant une rupture d'égalité. Avec vous, la lutte contre l'immigration irrégulière remplace désormais dans les faits l'argument de l'inégalité entre originaires et immigrés, et le législateur, avec vous, renouerait ainsi avec un droit de la nationalité différencié et plus ouvert et plus sévère en Outre-mer. Respectez s'il vous plaît les horaires. Nous avons 3 textes à examiner aujourd'hui. Patrick Hetzel pour le groupe Droite républicaine. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Sans surprise, évidemment, mon groupe parlementaire est en total soutien à cette proposition de loi et je vais vous indiquer pourquoi. Toutefois, de manière liminaire, je voudrais également profiter de cette occasion pour donner notre entier soutien évidemment aux compatriotes mahorais face au drame qu'ils vivent depuis quelques semaines. Alors ce texte, pour nous évidemment, il est bienvenu. Comme l'a rappelé Philippe Gosselin il y a quelques instants, il a été déposé au début du mois de décembre. Il correspond là aussi à une disposition qui avait été adoptée lors de la loi immigration de 2024 et hélas le Conseil constitutionnel
a considéré qu'il s'agissait là d'un cavalier législatif, d'ailleurs ne revenant pas sur le fond, mais indiquant que s'agissant d'un cavalier, il fallait une loi spécifique et c'est l'objet de celle-ci. Donc, de manière générale, c'est un article unique qui propose que l'accès à la nationalité à Mayotte soit strictement conditionné à une résidence régulière et ininterrompue des 2 parents pendant au moins 1 an. Il y a à travers cela 4 objectifs qui sont visés. Le premier, évidemment, c'est de renforcer la maîtrise migratoire et l'ordre public sur un territoire particulièrement exposé à une pression migratoire que l'on peut considérer comme exceptionnelle. Deuxième objectif poursuivi, évidemment, soutenir les Mahorais et préserver leur droit à un développement durable au lendemain d'un cyclone particulièrement dévastateur. C'est aussi protéger les droits des Mahorais en adaptant notre droit aux spécificités locales, sans compromettre, et j'insiste là-dessus, sans compromettre les principes fondamentaux de la République. Et d'ailleurs, les mesures qui sont proposées à travers cette PPL sont moins restrictives que celles qui étaient appliquées entre 1973 et 1993 à Mayotte. Et puis ensuite, 4e objectif, défendre la souveraineté de Mayotte, département français, face aux revendications étrangères. Il y a un point qui n'a pas été abordé par ceux qui s'opposent à ce texte, c'est que Mayotte, bien qu'étant un département français, est la seule collectivité ultramarine dont le territoire est aujourd'hui revendiqué par un État étranger qui, là aussi, mène un combat, et il le mène y compris avec des éléments de nature démographique. Il s'agit des Comores, et d'ailleurs, vous le savez, le président comorien a indiqué clairement à ses concitoyens que les Comoriens étaient évidemment chez eux à Mayotte. Il y a là aussi un combat qui est absolument inacceptable, qui pourrait imaginer qu'un État souverain se voit ainsi attaqué. Et donc, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles nous portons cette PPL. Et donc, en renforçant les conditions d'acquisition de la nationalité française, nous répondons à cette tentative, il faut bien le dire, de déstabilisation par une action claire et résolue, tout en restant fidèle aux droits et aux principes de notre République. Ça passera évidemment par une lutte contre les filières de l'immigration clandestine. Cette lutte doit être intensifiée et il faut là aussi que nous combattions ces velléités des Comores. Je vous remercie. Je vous remercie. Madame Dominique Voynet pour le groupe écologiste et social. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs. Mayotte est le plus pauvre et de loin des départements français où l'État a investi bien moins que dans les autres départements d'outre-mer. C'est pourtant un îlot de relative prospérité dans l'océan Indien où se situent certains des États les plus pauvres de la Terre, Madagascar, Mozambique, Comores, d'où proviennent la grande majorité des résidents étrangers qui représentent aujourd'hui la moitié de la population. La moitié d'entre eux est en situation régulière et vit à Mayotte depuis longtemps. Ils y travaillent de façon formelle pour les plus chanceux, assurant les tâches les plus dures dans les champs, sur les chantiers. Les autres sont en situation irrégulière, travaillent à la journée, revendent des légumes en bord de route. L'écrasante majorité des Mahorais n'étaient pas nés quand leurs ascendants ont choisi par voie de référendum de rester français. Comoriens, Mahorais et donc français, être né quelque part, c'est toujours un hasard, chantait Maxime Le Forestier autrefois. Ce n'est pas faire insulte chatouilleuse que de dire que de part et d'autre du bras de mer qui sépare Mayotte d'Anjouan, c'est d'une seule et même population qu'il s'agit. Comoriens et Mahorais partagent une même langue, une même religion, une même organisation matrilinéaire, une même culture. Tous les Mahorais ont de la famille aux Comores et les parlementaires mahorais ne font pas exception. Les couples mixtes sont légion. Depuis plusieurs années, la population croît au rythme soutenu de 3,8% par an, résultante d'une forte natalité, du départ de bien des jeunes Mahorais vers la métropole, tout autant que d'une immigration en provenance des Comores, de Madagascar ou plus récemment de l'Afrique continentale. L'agacement s'est transformé en rejet. Oui, c'est vrai, l'hôpital construit pour 150 000 personnes est saturé. Oui, c'est vrai, il faut faire la queue en plein soleil pour espérer accéder au centre de santé de Jacaranda. Et il n'est tant d'enfants que certaines écoles doivent pratiquer la rotation des classes. Quant à l'insécurité, elle est en effet préoccupante, mais elle ne saurait être imputée aux seuls étrangers en situation irrégulière, comme le rappelait le préfet de Mayotte lors des manifestations contre l'insécurité de 2018. Je n'aborderai pas les arguments moraux et éthiques qui disqualifient pourtant
important la PPL qui nous est soumise aujourd'hui. J'en suis convaincu. Jacques Chirac se retournerait dans sa tombe s'il devait constater de ses yeux l'effondrement de la digue qu'il s'est employé à construire entre la droite traditionnelle et l'extrême droite. Vous me permettrez en revanche de revenir sur la motivation affichée de la PPL. Réduire l'attractivité de Mayotte, vers laquelle on se précipiterait de toutes parts pour espérer mettre au monde un enfant français ou destiné à le devenir. Je ne pense pas que ce soit le cas. L'information circule vite et bien entre Mayotte et les Comores. Tout le monde sait où trouver les kwassa qui permettront de rejoindre Mayotte. Tout le monde connaît les risques. Mourir noyé, être arraisonné, renvoyé par le Maria Galanta après un passage de quelques heures par le centre de rétention. Ou réussir avant peut-être d'être arrêté et renvoyé. L'information circule vite et bien et tout le monde sait aujourd'hui que la naissance d'un enfant à Mayotte ne règle rien. Ce qui motive le départ pour Mayotte, c'est l'espoir d'une vie meilleure, c'est le rêve que les enfants aillent à l'école, c'est la peur de mourir en accouchant et vivre dans un banga de pneus, de planches et de tôles sur les pentes de Doujani ou de Kawani avec 100 € par mois, c'est mieux que de survivre aux Comores. J'espère ne pas être caricaturé. Je ne nie pas le besoin de mettre un terme au bidonville. Je constate la dégradation de la situation à Mayotte, mais je pense que la mesure proposée ne changera rien. Au mieux, elle fabriquera de nouveaux clandestins. Elle nourrira l'activité des marchands de sommeil et les exploiteurs de main-d'œuvre. Elle encouragera le trafic des reconnaissances de paternité absolument florissant. On parle de 1 000 à 3 000 €. Thani Mohamed Soili, sénateur de Mayotte, aujourd'hui ministre, qui a porté en 2018 de premières mesures de limitation du droit du sol à Mayotte, le reconnaît sans embâche, elles n'ont rien changé. Comme d'autres élus, il pointe en revanche l'absurdité du titre de séjour territorialisé qui trappe à Mayotte des personnes bénéficiaires d'un titre de séjour qui n'est valable que là. À Mayotte, la situation se dégrade. Le service des étrangers est fermé depuis de longs mois. En raison d'un blocage par une dizaine de bouéniques, le préfet s'est bien gardé de faire dégager. Il n'a pas rouvert depuis le cyclone. Bien des étrangers en situation régulière se retrouvent désormais dans l'illégalité. Blandine Brocard pour le groupe Les Démocrates. Merci Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, chers collègues. Mes chers collègues, nous écoutons Blandine Brocard. Aujourd'hui, nous parlons de Mayotte, de ses habitants, de ses défis, de sa souffrance, de ses souffrances, mais aussi de son espoir en nous, législateurs. Alors Mayotte, c'est ce bout de France dans l'océan Indien, un territoire bien trop souvent oublié, mais qui porte sur ses épaules des enjeux d'une ampleur colossale. Et depuis des décennies, cette île fait face à une pression migratoire et démographique sans commune mesure avec ce que nous connaissons dans l'Hexagone. En 2020, 3 enfants sur 4 nés à Mayotte avaient au moins un parent étranger. 3 enfants sur 4, ce n'est pas un simple chiffre. C'est une réalité quotidienne qui met à genoux des écoles, des hôpitaux, des services publics déjà fragiles, des logements qui n'en sont pas. Et cette pression ne cesse de croître. L'INSEE nous le dit clairement, à l'horizon 2050, Mayotte pourrait compter jusqu'à 760 000 habitants, soit une population qui aurait doublé en plus de 20 ans. Nous ne pouvons pas continuer à détourner les yeux. Nous ne pouvons pas laisser nos compatriotes mahorais affronter seuls cette situation. Alors la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui apporte une réponse. Elle n'est pas parfaite, elle n'est pas suffisante, mais elle est nécessaire. Elle vise à renforcer les conditions d'accès à la nationalité française pour les enfants nés à Mayotte. D'abord en exigeant que les 2 parents, et non plus un seul, remplissent les conditions de résidence régulière. C'est une mesure forte qui vise à réduire des mécanismes d'attractivité migratoire connus sur le terrain. Et je ne vais pas vous mentir, cette disposition soulève des questions. Que fait-on pour les enfants dont un parent est absent ou décédé? Ne risquons-nous pas d'introduire des inégalités? Ces interrogations sont légitimes et elles devront trouver réponse pour garantir la solidité de ce texte. Ensuite, cette proposition allonge la durée de résidence nécessaire pour les parents, passant de 3 mois, une durée manifestement trop courte, à 1 an. Ce n'est pas excessif, ce n'est pas insurmontable, c'est une étape raisonnable, proportionnée et adaptée aux défis spécifiques de Mayotte. Enfin, le texte clarifie les règles administratives en exigeant que les actes de naissance des enfants concernés mentionnent explicitement la régularité du séjour des parents. Cela peut sembler anodin, mais pour les autorités locales, c'est un outil indispensable pour mieux appliquer la loi. Chers collègues, il ne s'agit pas ici de simples données ou de considérations techniques. Il s'agit de vie humaine et de l'avenir de Mayotte. Les Mahorais vivent une situation que beaucoup ici ont du mal à imaginer. Des écoles surchargées, des logements précaires, une insécurité qui gangrène les relations sociales. Et quand on parle de pression migratoire, ce n'est pas une abstraction.
Allez voir tous ceux qui ont des grands sentiments ou qui s'enveloppent dans des grands principes. Vous laissez en réalité des centaines de milliers de Français seuls face à leurs difficultés. Parce que la réalité de cette pression migratoire, c'est une femme qui accouche sous une tente faute de place à l'hôpital. C'est un enfant qui n'a pas de place en maternelle. C'est une famille qui s'entasse à 10 dans un endroit insalubre. Ce texte, je le répète, n'est qu'une première pierre. Il ne réglera pas tout, mais il envoie un signal. Le signal que nous avons entendu le cri de Mayotte et des Mahorais, que nous ne les laissons pas seuls face à ces défis. Je tiens aussi à souligner ce que cette proposition de loi n'est pas. Elle ne touche pas au droit du sol. Nous ne remettons pas en cause un principe fondamental de notre République. Nous adaptons simplement les conditions d'accès à la nationalité à une réalité territoriale exceptionnelle. Pour ces raisons, le groupe MoDem soutiendra cette proposition de loi sous réserve que sa rédaction finale garantisse une parfaite conformité constitutionnelle. Nous devons être rigoureux, nous devons être ambitieux, mais surtout, nous devons être à la hauteur des attentes des Mahorais qui, eux, n'ont plus le luxe d'attendre. Je vous remercie. Merci Naïma Mouchou pour le groupe Horizon et Indépendants. Merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Nous sommes en opposition totale avec ce qui a été exprimé ce matin par les groupes de gauche parce que Mayotte est à bout de souffle. Mayotte est en train de sombrer sous le poids d'une immigration incontrôlée et certains continuent de regarder ailleurs. Chaque jour, nous le savons bien, et même après le passage du cyclone Chido, des embarcations, pour la plupart venues des Comores, continuent d'accoster sur les plages mahoraises avec des centaines de migrants à bord qui débarquent sur une île qui n'en peut plus. Faut-il rappeler qu'à Mayotte, près d'un habitant sur 2 vit en situation irrégulière, que le seul hôpital qui existe à Mamoudzou est totalement saturé, que les écoles débordent, que l'accès à l'eau et à l'électricité sont défaillants, que la délinquance, notamment des jeunes et des très jeunes, a explosé, que les infrastructures en général, qui étaient déjà fragiles, s'écroulent, écrasées par une population qui a doublé en 30 ans. Alors Mayotte est-elle si loin de Paris, loin des regards, qu'elle ne serait plus vraiment française, ou qu'elle serait une partie de la France oubliée, abandonnée à son sort? Combien de temps encore allons-nous accepter que les Mahorais soient pris au piège d'une démographie insoutenable? Peut-on se redire, peut-être sans polémique, que les Mahorais sont des citoyens français comme les autres et qu'ils ont droit comme les autres à la protection, à la sécurité et à la dignité? Nous n'avons pas, au sein de mon groupe, le luxe des grands principes, des grandes leçons que donnent certains quand les Mahorais, eux, ont la réalité d'un quotidien qui est invivable. À ceux qui crieront comme toujours à l'inhumanité, parce que nous voterons ce texte et nous le voterons sans réserve, je leur demande où est l'humanité lorsque des enfants naissent dans des conditions de misère, sans accès aux soins ou à l'éducation? Où est l'humanité lorsque des familles entières survivent dans des bidonvilles insalubres exposés aux maladies et à la violence? Et la vérité, c'est que nous n'aurions jamais accepté que tout ceci se produise dans l'Hexagone et nous aurions eu des réponses fermes et rapides. Est-ce que c'est ce modèle que vous voulez promouvoir? Est-ce que c'est cet avenir que vous voulez pour les Mahorais? Pas nous. Nous croyons à l'inverse, que Mayotte est un territoire d'avenir, à condition d'avoir le courage de dénoncer ce qui est un système qui attise les flux migratoires au détriment des Mahorais eux-mêmes. La lutte contre l'immigration illégale est vitale pour le territoire et elle est plus que jamais après le passage du cyclone et la crise humaine que ce drame a accentué. Dans ce contexte, comment peut-on encore prétendre que le droit du sol, en sa forme actuelle, est une réponse adaptée? C'est un déni absolu. Le texte qui nous est soumis aujourd'hui, conforme à ce qu'a pu dire le Conseil constitutionnel, est un début de réponse responsable, indispensable à la crise, et je remercie Monsieur le rapporteur de l'avoir mis en débat. Oui, il faut renforcer les conditions d'accès à la nationalité française, car il ne servira à rien de reconstruire Mayotte et de la rendre attractive sans maîtriser les flux de population, tant les conditions d'accès aujourd'hui sont détournées et deviennent une arme contre nos compatriotes. Il ne s'agit pas de stigmatiser, mais de protéger les Mahorais. C'est bien l'objectif poursuivi et nous y souscrivons. Merci. La parole est à Estelle Youssoufa pour le groupe Lyot. Merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Je veux commencer en vous rappelant ma position personnelle sur le droit du sol à Mayotte. Je souhaite l'abrogation pure et simple du droit du sol à Mayotte et uniquement à Mayotte. J'ai déposé une proposition de loi constitutionnelle en ce sens en octobre. Abrogation du droit du sol proposée par le président Macron par la voix du ministre Darmanin il y a 1 an à Mayotte, comme le demandaient les Républicains depuis plus de 10 ans. Je ne pense pas que l'abrogation du droit du sol se pose pour l'Hexagone et ce n'est pas le débat ici ce matin. Le débat ce matin, c'est de regarder la situation de Mayotte en face, de ne pas utiliser Mayotte pour alimenter vos peurs, vos postures, vos joutes de salon. Je vous demande le courage de regarder la situation de Mayotte pour ce qu'elle est et d'agir en conséquence. Mayotte connaît une catastrophe migratoire unique en France.
Mayotte subit un détournement massif et systématique du droit du sol, devenu outil d'ingérence étrangère pour mettre fin à la souveraineté française sur notre archipel. Et c'est là le cœur du sujet. Mayotte est le seul territoire français habité, ouvertement revendiqué par un pays voisin. Les Comores contestent la souveraineté française et instrumentalisent les flux migratoires pour déstabiliser notre département et en prendre le contrôle. C'est totalement assumé par les autorités comoriennes. L'Union européenne et l'OTAN estiment que l'instrumentalisation des flux migratoires comme moyen de déstabilisation via l'asphyxie des infrastructures publiques et l'abus des règles et lois du pays d'accueil est une attaque hybride, Mayotte étant l'espèce un cas d'école. À Mayotte, l'INSEE enregistre 10 280 naissances pour l'année 2023, avec le taux de fécondité le plus élevé de France, 4,5 enfants par femme. Mais ce n'est pas une natalité française. 74% des femmes qui accouchent à Mayotte sont étrangères, 67% d'entre elles originaires des Comores. Je vous demande de regarder les conséquences et les ramifications du droit du sol à Mayotte. Les enfants étrangers nés à Mayotte sont utilisés par leurs parents pour obtenir des titres de séjour, puis la nationalité française. Parce que jusqu'à la majorité de l'enfant, lorsqu'il pourra demander la nationalité, à ses 18 ans, cet enfant et ses parents sont inexpulsables pendant ce délai. Pendant quasiment une décennie, les étrangers qui viennent faire un enfant ou accoucher à Mayotte sont inexpulsables et automatiquement régularisés. L'enfant est devenu un visa, puis un passeport français pour lui et sa famille. Et si le premier enfant ne remplit pas les conditions administratives, en faire un autre garantit le succès de l'aventure migratoire. Cette réalité est traduite par les statistiques de la préfecture de Mayotte. 85% des titres délivrés et renouvelés à Mayotte relèvent de l'immigration familiale, alors que ce n'est que 38% dans le reste du pays. 46% des titres de séjour délivrés ou renouvelés à Mayotte concernent des parents d'enfants français, contre 5% dans le reste du pays. 37% des titres de séjour délivrés ou renouvelés à Mayotte sont liés à des liens privés et familiaux, contre 14% des titres renouvelés et délivrés dans l'ensemble du territoire français. De facto, le droit du sol et ses conséquences sont à Mayotte le moteur même de la machine démographique et de l'explosion de la natalité sur notre île. Pour être régularisé à Mayotte, il faut faire des enfants. Conséquence, la moitié de la population est maintenant étrangère sur notre île. Le manque de courage et de lucidité sur ce qui se joue dans notre département pose un risque majeur pour la souveraineté et l'intégrité territoriale de la France. Notre géographie ne va pas changer. Mayotte reste à 500 km des côtes africaines et à portée de bateau de la misère du continent que nous ne pouvons plus accueillir. Paris ne peut pas continuer à lier le destin et le développement de Mayotte à l'hypothétique croissance économique d'un voisin qui a choisi l'indépendance. Les Comores restent notre voisin hostile et ne renoncent pas à réclamer Mayotte. Bien au contraire. Je vous remercie. Madame Barège pour le groupe UDR. Monsieur le Président, mes chers collègues, bien que le texte proposé soit insuffisant par rapport à la gravité de la situation qui a été rappelée par tous les orateurs précédents, il constitue néanmoins un premier pas. Cette modification, que nous considérons un peu timorée du texte initial, présente, vous l'avez entendu, un durcissement des critères d'acquisition de la nationalité française, à savoir que l'obligation de résidence régulière des deux parents sera exigée non pas d'un seul, et qu'un délai de résidence va passer de 3 mois à 1 an. Cette modification d'accès à la nationalité française est un sujet important, et tout d'abord, je crois qu'on vient de l'entendre par la voix de son député, une forte voix s'élève de la population mahoraise elle-même. Nos compatriotes expriment un besoin croissant de changer cette législation. Ils voient au quotidien les conséquences d'application actuelle du droit du sol et ressentent une inquiétude grandissante quant à l'avenir de leur île. Leur message est clair. Ils souhaitent protéger leur identité et leur territoire de l'insécurité croissante. Même si la PPL a été déposée avant, comme l'a rappelé le rapporteur, nous devons également prendre en compte la situation catastrophique à Mayotte suite au cyclone Chido. Cet événement tragique a jeté une lumière inquiétante sur les vulnérabilités de cette région. La reconstruction et la stabilisation de Mayotte doivent être nos priorités, et cela inclut la gestion responsable de l'immigration pour ne pas aggraver une situation déjà fragile. En effet, l'application du droit du sol favorise une immigration massive. Elle fait exploser ainsi le nombre d'habitants à Mayotte, où, selon certaines estimations qui ont été toutes rappelées, au moins la moitié de la population pourrait être constituée d'étrangers, qu'ils soient légaux ou illégaux. Cette dynamique met en péril l'équilibre social, entraîne des tensions entre les communautés
et notre responsabilité de préserver cette cohésion sociale et la sécurité de nos concitoyens. D'autre part, il est impératif de constater l'impact économique que cela engendre sur nos comptes publics. Trop souvent, nous constatons que certains viennent accoucher sur notre sol, attirés par la perspective de bénéficier d'aides sociales. Enfin, la situation à Mayotte est un avertissement de ce qui pourrait également se produire en métropole. Il est crucial d'envoyer un message clair face à ce phénomène mondial. Tous les pays du monde mettent en place des mesures pour éviter une submersion migratoire. Et il est grand temps que la France réagisse sur l'ensemble de son territoire avant qu'il ne soit trop tard. Pour toutes ces raisons, nous voterons ce texte, même si nous souhaitons aller beaucoup plus loin avec le groupe UDR, en demandant carrément la suppression du droit du sol à Mayotte. Je vous remercie. Merci Madame Elsa Faucillon pour le groupe GDR. Merci. Les habitants de Mayotte sont encore sous les décombres et connaissent une précarité gigantesque. Notre solidarité doit donc se tourner vers des solutions à leur drame. Des solutions efficaces et non des mesures qui tournent à la fois le dos à l'histoire de notre nation et de notre République, mais aussi des mesures qui en réalité ne régleront rien aux immenses défis auxquels ils sont confrontés. Le texte qu'on examine vise à supprimer le droit du sol à Mayotte afin de lutter contre l'immigration clandestine qui serait à l'origine d'une déstabilisation économique et afin de préserver l'environnement naturel de l'île. Et ce, alors même que Mayotte demeure le département le plus pauvre de France. 74% de la population mahoraise vit en dessous du seuil de pauvreté. Pourtant, il n'en est pas fait état dans ce texte, alors que c'est 5 fois plus qu'en métropole. Rien non plus sur le fait que depuis la départementalisation en 2011, Mayotte n'a jamais atteint le même niveau de vie que les autres territoires ultramarins ou hexagonaux. Et rien non plus sur les différentes révoltes contre la vie chère, les crises de l'eau, qui se suivent et se ressemblent depuis 2011, sans aucune réponse politique à la hauteur. Alors en fait, ce sont ceux qui avaient la responsabilité d'apporter des solutions qui, aujourd'hui, de manière bien pratique, fuient leurs responsabilités en trouvant des boucs émissaires. Le droit du sol est défini dans l'article 21.7 du Code civil, connaît un régime dérogatoire bien plus restrictif pour le seul territoire de Mayotte, puisque s'ajoute aux conditions de l'article précité une condition de présence régulière et ininterrompue sur le territoire français d'un des parents au moins 3 mois avant la naissance de l'enfant. Et depuis la loi Asile et Immigration de septembre 2018, un enfant né à Mayotte de parents étrangers ne peut obtenir la nationalité française à ses 18 ans que si l'un de ses 2 parents réside en France de manière régulière et ininterrompue 3 mois avant sa naissance. Ce texte, celui que nous examinons aujourd'hui, vise à allonger l'obligation de séjour des parents de 3 mois à 1 an avant la naissance de l'enfant. Le but poursuivi ici est de dissuader les mères étrangères de venir donner la vie à Mayotte à des enfants français, faisant fi des raisons de la venue des migrants, des risques de naufrage, de noyade et de disparition qu'ils encourent pour avoir la chance d'obtenir une vie meilleure. Selon un rapport sénatorial de 2012, l'évaluation du nombre de décès lors de ces traversées est difficile. Les chiffres varient selon les estimations entre 7 000 et 10 000 morts depuis 1995. La preuve, depuis l'entrée en vigueur de cette loi, le nombre d'enfants nés à Mayotte de parents étrangers n'a pas diminué et représente 16% des naissances, ce qui était déjà le cas en 2012 selon l'INSEE. Par ailleurs, allonger la durée de séjour ininterrompue sur le sol français du parent à 1 an avant la naissance de l'enfant n'aura pour conséquence que d'accroître le nombre de personnes en situation irrégulière à Mayotte. Créer de la clandestinité, c'est créer de la précarité qui risque de générer davantage de tensions et d'insécurité. Message que je passe également à M. Retailleau. Tant que subsiste une différence de développement dans l'archipel comorien et l'existence de conflits poussant les populations africaines à s'exiler, l'immigration ne sera pas endiguée. De plus, cela constitue une discrimination entre les enfants nés sur le sol français selon leur département de naissance. Je rappelle ici les enjeux liés à l'accès à la nationalité française à Mayotte. Elles ont fait l'objet d'une recommandation spécifique du Comité du droit de l'enfant des Nations Unies lors de l'audition de la France dans le cadre du 6e examen sur l'effectivité de la Convention internationale des droits de l'enfant. Le droit du sol, je le rappelle, comme l'hospitalité, sont depuis des siècles au fondement de notre nation. On dit souvent au fondement de notre République. Je rappelle qu'ils sont même au fondement de notre nation, puisque ici, on en a régulièrement qui font appel à l'histoire de France. 1515, c'est la date de la bataille de Marignan, mais c'est surtout le moment où ont été posées les bases du droit du sol dans notre pays. Cette loi représente un recul fondamental, tant le droit du sol est au fondement de notre nation et de notre pacte républicain. Nous voterons
voterons évidemment contre ce texte. Merci, monsieur le rapporteur. Je vous laisse apporter vos réponses. Oh, pardonnez-moi, monsieur Houllier, mais je suis président Houllier. Allez-y. Merci, monsieur le président. Monsieur le rapporteur, au fond, votre proposition de loi, elle a un intérêt. Elle acte, au moins temporairement, l'abandon de la révision constitutionnelle du droit du sol qui entacherait la loi fondamentale en créant deux types de citoyens. Et contrairement à ce qui a été dit, je pense qu'on ne peut pas croire, ou en tout cas se bercer dans l'illusion, que l'abrogation du droit du sol à Mayotte serait sans incidence sur l'ensemble, sur le reste du territoire, encore plus si on dit que Mayotte est française, ce qui est vrai. Il y a beaucoup de parlementaires qui, ce matin, ont vécu dans l'illusion de l'efficacité de la remise en cause du droit du sol. En fait, il devrait être éclairé par la réforme de 2018, celle qui prévoit que, effectivement, pour acquérir la nationalité à Mayotte, il faut qu'au moins un des parents ait été régulier sur le territoire depuis une durée supérieure à 3 mois. Et les conséquences, puisque lorsqu'avait été évoqué par le précédent ministre de l'Intérieur le sujet de l'abrogation du droit du sol, on avait pu constater qu'il y a 3 fois moins d'accès à la nationalité depuis cette loi, 2800 en 2018 contre 799 en 2022, mais il y a 10 fois plus de flux. Donc ça devrait éclairer sur le fait que l'accès à la nationalité n'est pas ce qui motive principalement le passage. D'ailleurs, il y avait un dossier dans la Croix il y a quelques jours sur les raisons de l'exil des Comoriens à Mayotte. Ils évoquaient la corruption, l'impossibilité de saisir la justice, de faire valoir ses droits aux Comores, la rémunération, le fait qu'on puisse être rémunéré en travaillant à Mayotte, ce qui n'est pas le cas aux Comores, le délabrement des services publics sur l'archipel des Comores, avec l'accès à un système de santé inexistant, avec l'accès à des écoles qui sont aujourd'hui totalement paralysées aux Comores, et puis la réalité géographique du canal du Mozambique, puisque aussi pauvre soit-elle, et c'est vrai que le Mayotte est le territoire le plus pauvre de la République, le revenu moyen par habitant à Mayotte est de 9 000 € aujourd'hui, alors qu'il était de 700 € aux Comores, de 360 € à Madagascar, ce qui fait que l'archipel est le plus riche du Mozambique. Et puis il y a tout ce qui n'est pas traité aujourd'hui, c'est-à-dire que toutes les solutions qui ne sont pas mises en œuvre, la pression à l'égard de l'archipel des Comores, le marché de la fausse déclaration de naissance ou sous fausse identité, la participation des Mahorais avec la déclaration frauduleuse de paternité qui se sont multipliées, le contrôle ineffectif des frontières avec l'absence de coordination entre les forces terrestres, maritimes, aériennes, l'absence de radars, l'inoccupation de l'îlot Nsamboro qui est situé au nord de l'île. Toutes ces choses qui pourraient être faites de façon très efficace avant de s'embarquer sur des solutions qui n'en sont pas. Au fond, on pourrait s'amuser de cette proposition de loi qui n'est qu'un tigre de papier. Si ça n'était pas dangereux dans la condition que ça fait peser sur notre pays, sur le droit du sol dans son ensemble et sur la croyance généralisée dans le fait qu'en remettant en cause les fondements de la République ou de la nation, comme ça a été dit, eh bien, c'est la nation tout entière que l'on fragilise. Merci, monsieur le rapporteur. Je vous laisse donc apporter vos réponses. Oui, quelques mots d'abord globalement pour souligner le fait que pratiquement tous les intervenants reconnaissent qu'il y a bien une spécificité à Mayotte. Je crois que personne ne le conteste. Et d'ailleurs, les chiffres, même si ils sont parfois sous-estimés et délicats d'interprétation, nous partageons ce constat de grandes difficultés et de services publics qui sont embolisés, d'une population qui a quadruplé en 20 ans, et aujourd'hui, le fait qu'on a une attractivité forte du territoire. C'est déjà pas si mal de constater que ce constat est en réalité partagé. Alors je voudrais reprendre en quelques mots ce qui a pu être dit par les uns et par les autres. Monsieur Gillet nous dit c'est trop mou, trop tiède. Vous savez bien que, et là, ça vaudra réponse pour d'autres, qu'on agit dans le cadre qui est le nôtre. On peut avoir des ambitions d'une réforme constitutionnelle. Alors d'abord, il faut être d'accord sur le fond, et je ne suis pas sûr qu'on soit tous d'accord pour le fond. Et puis, il faut aussi des conditions politiques pour que la révision puisse s'enclencher. Il y a des règles de majorité. Un texte qui doit être voté déjà dans des termes identiques, c'est le premier pas, dans les deux assemblées.
Voilà, donc on peut agiter ça comme un chiffon rouge, comme l'alpha et l'oméga, mais c'est aujourd'hui absolument impossible. Et donc, nous préférons être pragmatiques, et même si ça ne résout pas toutes les questions, et d'ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure, ça n'a pas la prétention d'être l'alpha et l'oméga des politiques publiques, mais un point malgré tout d'entrée qui est là. Vous avez évoqué, cher collègue Vincent Corre, la réponse qu'il fallait apporter aux Mahorais face à l'embolie des services publics. Oui, aujourd'hui, c'est l'ensemble, en réalité, de la population qui est pénalisée par un mauvais fonctionnement des services publics. C'est pas simplement le logement qui est précaire, qui est insalubre, qui est illégal. C'est la difficulté d'organiser la scolarisation des enfants. On n'en est pas au 3-8, mais on en est à une double utilisation des locaux sans temps mort et dans des conditions de précarité évidemment très très importantes. Et si l'État se doit de réagir et d'apporter les moyens, l'État se doit aussi de réguler et d'assurer aussi que le plus grand nombre, sans qu'il y ait d'excès, puisse trouver les meilleurs services à Mayotte. Monsieur Bernalicis, vous avez déjà évoqué le principe d'intangibilité de nos principes fondamentaux, et je suis attaché, je crois, autant que vous, à l'état de droit. Moi, je m'appuie sur ce que nous dit le Conseil constitutionnel, sauf si vous contestez la décision du Conseil constitutionnel. C'est une possibilité, je sais que ça peut vous arriver, mais moi qui suis assez légaliste et qui aime ce cadre républicain, j'essaie de mettre mes pas dans ceux du Conseil constitutionnel, et je constate que le Conseil d'État, dans différents avis ou arrêts, comme le Conseil constitutionnel, notamment dans une décision qui concernait la loi, le texte de 2018, dit qu'il y a évidemment possibilité d'adaptation. On est tout à fait dans l'exemple typique de l'article 73 de la Constitution, et c'est bon de le rappeler. Madame Capdevielle, je ne voudrais pas avoir une expression maladroite, mais en voyant, vous savez, il y a des points Godwin sur certains sujets, là c'est le point Godwin avec Trump, voilà, puisque Trump a commencé par faire ça, on va essayer de semer la confusion, le doute, les LR, les DR, une partie de cette Assemblée serait forcément trumpiste. Bah, écoutez, je laisse les trompettes de la renommée à d'autres. Et donc, aucune filiation. Nous affirmons depuis des années qu'il y a nécessité de réguler davantage l'immigration, qu'il y a d'autres moyens à mettre sur pied. C'est d'ailleurs ce qui a motivé notre doute et marqué les insuffisances dans le texte du gouvernement sur Mayotte debout dans la première version, et en appelant clairement et fermement à un second étage de la fusée qu'on nous annonce pour dans quelques semaines. Monsieur Hetzel, effectivement, vous avez raison, cher Patrick, de mettre en avant le rôle des Comores. Oui, on a un État qui revendique la possession ou l'appartenance de Mayotte à son territoire. Il l'a même inscrit dans la Constitution, ce qui est une forme notable de revendication, mais cet État ne joue pas les règles du jeu international, il faut le dire. Je rappelle qu'il y a eu un accord, il y en a eu d'ailleurs plusieurs, en 2010 à l'époque du président Sarkozy, et cet accord n'est absolument pas appliqué aujourd'hui. Je crois qu'il faut en tirer les conséquences diplomatiques beaucoup plus fermement que nous ne le faisons aujourd'hui. C'est aussi un autre élément. Maintenant, les Comores ne sont pas le seul État en cause. On a aussi, et de plus en plus, elle s'est développée ces dernières années, une immigration qui vient de l'Afrique australe et de l'Afrique des Grands Lacs, avec une dangerosité des filières très organisées qui font effectivement froid dans le dos, mais dénoncer le rôle des Comores est évidemment un élément important. Madame Voynet, vous connaissez la situation du territoire, vous avez été directrice de l'ARS.
Donc mieux que d'autres, vous savez, vous connaissez les incidences, les conséquences de cette immigration mal maîtrisée dans votre domaine d'action qui était le vôtre, la santé, mais pas que, parce que tout est dans tout à Mayotte et réciproquement, comme on dit parfois avec facilité. Mais oui, si l'immigration n'est pas la cause de tous les maux, elle accentue largement les difficultés du territoire. Et puis, ne faites pas parler les morts. Jacques Chirac a eu des positions fermes et je m'en réjouis, mais Mayotte a cette singularité que même le Conseil constitutionnel a reconnu. Oui, il y a sans doute un point de relative prospérité à Mayotte, et le président Houllier le rappelait, dans un environnement qui est misérable, qui est extrêmement compliqué, où on manque de soins, où on manque de logements, où on manque évidemment d'écoles. Donc même avec 9 000 euros de revenus moyens par habitant, on est à 10 ou 15 fois plus qu'ailleurs. Donc il y a ce rôle d'attractivité, mais arrêtons de dire qu'on ne peut rien faire. Je crois qu'on peut aller plus loin, et c'est ce que nous proposons en étant concret. Merci Madame Brocard de nous soutenir dans la démarche et de soutenir la droite républicaine. Effectivement, il peut y avoir un sujet de constitutionnalité sur les 2 parents. C'est un point qui ne m'a pas échappé. Il y a des interprétations de la décision du Conseil constitutionnel qui sont divergentes. Il n'y a pas l'unanimité des juristes là-dessus. C'est un point que nous devrons en tout cas clarifier et bien évaluer d'ici à la séance. Et il n'est pas impossible que je vous propose une partie de réécriture sous forme d'amendement pour tenir compte de cette remarque qui, à ce stade, est une alerte et effectivement non confirmée, mais sur laquelle il faut veiller. Je crois, Madame Mouchou, que vous avez raison, Mayotte est à bout de souffle. Hein. C'est clairement ce que nous mettons en valeur. Il faut clairement lutter contre l'immigration illégale. Nous le faisons, mais l'État doit renforcer aussi les moyens. C'est les radars dont il a été question. C'est une politique plus ferme qu'elle ne l'est, même si elle est déjà pour une part assez efficace, de retour aux Comores notamment, d'application et de mise en pratique des OQTF, etc. Chers collègues mahoraises, Estelle Youssoufa, oui, je sais que vous êtes sur une abrogation pure et simple du droit du sol à Mayotte. Le ministre Darmanin avait aussi évoqué cette possibilité il y a presque un an, quasiment jour pour jour. Vous connaissez l'état du rapport de force politique dans notre Assemblée et au Sénat. Aujourd'hui, c'est un objectif qui est inaccessible et je crois que nous avons la possibilité, malgré tout, et sans aller aussi loin que vous le souhaitez, de faire œuvre utile, de joindre l'action à la parole et de pouvoir aller plus loin. Ça rejoint ce qui a été dit par notre collègue Barège. Non, ce n'est pas timoré. Nous allons au plus loin de ce que permet le cadre constitutionnel aujourd'hui. Il faut en avoir conscience. Et pour conclure, je crois, Madame Faucillon, que le lien, les fondements même de la nation et du pacte républicain ne sont pas atteints, sauf à considérer que nous devons laisser nos compatriotes mahorais dans le dénuement le plus complet et que Mayotte aurait, pour paraphraser ce que disait Michel Rocard, la possibilité d'accueillir toute la misère du monde et de l'océan Indien. Donc je crois qu'on a un texte qui est mesuré, un texte qui est mesuré, qui envoie un signal clair, mais qui, encore une fois, n'est pas l'alpha et l'oméga des politiques publiques. Évidemment, il était tout à fait projetable d'envisager des débats un peu plus compliqués. Il ne manque pas de l'être, mais nous devons, je crois, assurer avec responsabilité les pouvoirs que nous reconnaissent non seulement la Constitution, mais éclairés par les décisions du Conseil constitutionnel, ni plus ni moins.
Merci, monsieur le rapporteur. Deux précisions avant que nous entamions l'examen des amendements. D'abord, sur notre calendrier législatif, nous serons à nouveau saisis dans quelques semaines, sans doute au mois d'avril, au mois de mai au plus tard, d'un projet de loi qui visera à répondre à toute une série de problématiques dont on ne peut pas dire d'ailleurs au stade où nous en sommes s'il fera l'objet ou pas, par exemple, d'une commission spéciale plutôt que d'un traitement séparé dans chacune des commissions permanentes. Et puis ensuite, puisque cela... Ça n'appelle pas de commentaires particuliers, mes chers collègues. Concernant cette fois-ci, un certain nombre de remarques ont été faites par plusieurs d'entre vous sur l'écriture des deux parents. Je dois en effet souligner qu'il y a, je rebondis sur ce que le rapporteur a pu dire, quelques interrogations. Interrogations d'abord d'application concrète. Que fait-on lorsque un enfant ne dispose pas de deux parents ? La question peut bien sûr se poser. Et puis, question en termes de respect du principe d'égalité. Là aussi, sur le plan constitutionnel, sans doute, mais vous l'avez dit, monsieur le rapporteur, que des ajustements seront nécessaires. J'imagine que vous les proposerez ou que cela sera évoqué pour la séance. Nous en venons aux amendements. Avant l'article unique, un amendement CL 17 que je propose à notre collègue Ricourt-Vaginet de présenter. Merci, Monsieur le Président. Le projet actuel déposé par nos collègues de la droite républicaine en conditionnant l'acquisition de la nationalité à une résidence d'1 an pour les deux parents est un geste timide face à l'ampleur du problème. À l'UDR, nous considérons que des mesures immédiates, plus fermes et pragmatiques sont indispensables immédiatement pour protéger nos compatriotes mahorais, raison pour laquelle nous proposons cet amendement afin de tarir les flux migratoires incontrôlés. Car l'État français, ça a été dit, se trouve aujourd'hui dans l'incapacité de structurer une société organisée. Nous demandons également dans un amendement suivant, qui sera donc défendu, l'abrogation du droit du sol, aligné sur les spécificités locales et les contraintes constitutionnelles, pour restaurer l'équilibre démographique et social dont a besoin cette partie du territoire français. L'article 73 de la Constitution nous permet d'adapter des lois aux réalités des départements d'outre-mer et le Conseil constitutionnel lui-même, dans sa décision du 25 novembre 2022, a reconnu la légitimité d'agir face à des flux migratoires exceptionnels à Mayotte. Il est donc non seulement possible, mais urgent de le faire. Nous resterons fermes sur des propositions et nous espérons que nos collègues de la droite dans son ensemble suivront cet amendement qui expérimente pour 10 ans, dans un premier temps et avant une réforme constitutionnelle, la modification du droit du sol et l'acquisition de la nationalité française pour les enfants qui serait conditionné donc à la régularité du séjour des parents sur le territoire français au moment de la naissance de l'enfant, un délai de résidence continu d'au moins 5 années des parents sur le territoire français avant la naissance et une déclaration expresse des parents à la naissance devant les autorités compétentes. Merci. Allez-y, si vous n'avez pas terminé. Le groupe UDR souhaite des solutions pragmatiques et courageuses qui répondent à l'attente légitime du peuple français à Mayotte. Et ne soyons pas frileux, ne laissons pas la République se contenter de réagir mollement face à des défis majeurs. L'heure est à l'action pour garantir justice et dignité aux Mahorais. Votre avis, monsieur le rapporteur ? C'est un avis qui est défavorable parce qu'en réalité, on n'est pas dans le cadre constitutionnel qui est permis. Moi, j'entends bien les décisions du Conseil de 2018, celle qui a été rappelée de novembre 2022, mais on nous donne la recette et le cadre est relativement contraint. Augmenter la durée de 5 ans la durée d'1 an à 5 ans va trop loin. Je rappelle qu'on a déjà une condition de séjour de 5 ans qui est applicable à l'enfant, ne pas l'oublier. Donc on arrive à quelque chose qui irait vraiment trop loin et puis ça nuit aussi, il n'y a pas de compatibilité avec les mécanismes de déclaration tels qu'ils sont prévus par l'article 21-11 du Code civil qui prévoit d'ailleurs que c'est à l'enfant de demander la nationalité française à partir de ses 16 ans. Donc pour toutes ces raisons, avis défavorable. Merci. Madame Youssoufa, vous souhaitiez intervenir ? Merci, Monsieur le Président. Je souhaitais rappeler 2 éléments. Malgré la départementalisation, l'État a choisi d'administrer Mayotte par ordonnances et dérogations
qui nous laisse à la marge de la République au nom de spécificités indéfinies mais fort pratiques. On ne peut pas s'asseoir sur les grands principes, utiliser notre insularité et notre éloignement pour transformer notre île en camp à migrants à coup de loi d'exception, pour ensuite nous parler de ces mêmes grands principes pour refuser une exception qui réglerait le problème migratoire à Mayotte. Deuxième élément, depuis le cyclone qui a ravagé l'île, où notre économie est par terre, plus aucune institution publique ne fonctionne normalement, nous voyons les flux migratoires s'accentuer. Le discours sur le différentiel économique, le mythe de la prospérité de Mayotte, territoire le plus pauvre de France, est battu en brèche par la réalité de ce qu'il se passe depuis le cyclone. Et donc tout ce discours que j'entends répéter à l'envi, comme quoi la question des papiers n'est pas le motif de l'immigration, c'est nier ce qu'il se passe. Il n'y a pas autre chose que l'acquisition des papiers qui motive l'arrivée des migrants que l'on observe depuis plusieurs semaines à Mayotte, alors que plus rien ne fonctionne, qu'on n'a toujours pas d'eau. Ben oui, mais ils ne sont toujours pas en train de manger. Ils sont en train, par exemple, hier, les migrants africains étaient en train de s'affronter avec les forces de l'ordre qui sont en train d'essayer de les protéger de la population qui est scandalisée par le fait qu'elles occupent nos écoles. Vous comprenez ? On est dans cette situation d'explosion sociale. Et il y a ici les uns et les autres qui continuent à maintenir que c'est la prospérité de Mayotte qui les attire. Il n'y a plus rien qui fonctionne. On est en train de distribuer maigrement un peu de riz aux uns et aux autres, mais c'est la prospérité selon vous. Qu'à un moment, il faut juste regarder les choses en face. D'abord sur la situation spécifique en termes légaux pour Mayotte, il est vrai qu'il avait été promis aussi la suppression des titres de séjour territorialisés, que plus personne n'en parle, et que c'est une question qu'on devrait très rapidement se poser si on voulait lever un problème de l'engorgement de l'immigration à Mayotte. La deuxième chose, c'est que effectivement, le territoire mahorais est un des territoires les plus pauvres de la République, ça a été dit par tout le monde. Ça reste un territoire les plus riches du canal du Mozambique, et que les promesses qui ont été faites par l'État de reconstruction des hôpitaux, des écoles, avec des garanties qui sont données par nous, puisque nous votons les crédits pour le faire. Avec ensuite la corruption endémique qui existe aux Comores, avec la pression qui est exercée par un régime soutenu par des dictatures comme la Russie ou l'Iran, et qui par ailleurs en font un objet d'ingérence étrangère que nous connaissons et que nous avions discuté dans la proposition de loi sur les ingérences étrangères, font que de toute façon, ça n'est pas l'accès à la nationalité qui motive les passages. Et c'est d'autant plus vrai que nous n'avons pas fait l'évaluation des dispositifs de 2018. Parce que, dans les chiffres que j'ai rappelés dans la discussion générale tout à l'heure, après l'évolution législative de 2018, nous avions 3 fois moins d'accès à la nationalité. Donc, il y a un effet de la loi pour l'accès à la nationalité, puisque les gens accèdent moins à la nationalité, et pourtant 10 fois plus de passages. Donc il y a une décorrélation entre l'accès à la nationalité et les passages. Et ça montre bien que ce que nous changeons ici, et certes très dangereux en matière principielle vis-à-vis des lois de la République. Par contre, c'est totalement inefficace. J'ai parlé d'un tigre de papier en termes d'effectivité et sur les passages qui sont ceux que nous connaissons entre les Comores et Mayotte. Merci. Il n'y a plus de demande de prise de parole. Par conséquent, je soumets cet amendement CL17 au vote avec avis défavorable du rapporteur. Je vous demande de lever ostensiblement votre bras. Vous êtes en plus par groupe très dispersé. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est donc rejeté. Sur la question des principes, notre collègue Youssefa dit « La République s'est jamais vraiment complètement appliquée sur place, ce n'était qu'exception et exception et exception, et là on demande une exception, nous, et on ne l'a pas. » Donc Mme Youssefa, vu qu'il n'y a que des exceptions. Nous avons un point de vue diamétralement opposé. Nous pensons qu'il ne faut respecter que les principes. Parce que si les principes ont des exceptions, alors ce ne sont plus des principes. Et la République, elle est pour nous aussi, et surtout peut-être même avant tout, la République sociale. Et pourquoi dit-on ça? Parce que les principes n'ont de valeur que s'ils sont respectés et que donc ils ont une traduction concrète dans le réel, dans le quotidien des gens, des citoyennes et des citoyens. C'est pourquoi nous disons et nous réaffirmons que oui, c'est un scandale qu'à Mayotte, et ailleurs d'ailleurs sur le territoire de la République, et notamment dans beaucoup d'outre-mer, les principes de base d'accès à des produits de survie, de vie, comme l'accès à l'eau, tout à fait simplement, l'eau potable, n'est pas respecté, et pas seulement à Mayotte. Et vous nous avez entendu systématiquement sur ces sujets-là être en demande de budget supplémentaire, de moyens supplémentaires, pour faire en sorte que ces principes s'appliquent.
Donc je crois que nous avons une cohérence d'ensemble qui est à saluer, mais qui est aussi beaucoup plus efficace, parce que quand vous faites à la découpe, finalement, à la fin, vous déplorez que les grands principes ne soient pas respectés localement, et c'est ça le problème. Je terminerai d'un mot en disant qu'en plus, le fait de modifier les critères d'accès à la nationalité, ça va juste amplifier le phénomène de fraude sur place, de fraude documentaire et de corruption. Voilà ce que vous allez faire, en fait. Vous allez aggraver cette situation-là aussi, et ce n'est pas acceptable, vu les mots que nous avons à régler sur place. Madame Mouchou, dernière inscrite. Merci, oui, merci Monsieur le Président. Je voudrais répondre à Monsieur Bernalicis. L'équilibre du droit français qui est plutôt bien fait, c'est précisément l'existence d'un principe et d'exceptions qui tiennent compte de particularités. S'il n'y avait que des principes et des grands principes, précisément, ce serait discriminant. Et je vous renvoie à la matière pénale, dont nous débattons ici beaucoup en commission. Alors, ceux qui nous disent qu'il y a les principes, il y a les grands principes, et c'est notre honneur. D'abord, quel principe et appliqué à qui? Ça ne vous gêne pas que les principes aujourd'hui soient bafoués précisément à Mayotte? Et je vais vous donner 2 exemples concrets qui ont été évoqués. Il y a l'égalité et il y a l'accueil. Où est l'égalité, franchement, quand les Mahorais eux-mêmes n'ont pas accès aux soins dans des conditions normales? Où est l'égalité quand les Mahorais ne peuvent pas se promener tranquillement dans des conditions de sécurité convenables? On sait bien que la tension démographique joue un rôle dans cette équation, même si ça n'est pas l'alpha et l'oméga. Encore une fois, ça influence. On a parlé d'accueil, mais la tradition républicaine française, elle est responsable. Qu'est-ce que ça veut dire un accueil inconditionnel? Alors Mayotte serait l'exception dans le monde, encore une fois. Vous savez bien qu'il y a des tentatives de déstabilisation de puissances étrangères qui jouent précisément sur cette tradition d'accueil pour essayer de fragiliser le territoire. Alors il faudrait faire avec, et il faudrait encore une fois aller fragiliser les Mahorais. Vous continuez à dire en réalité, puisque vous ne voulez rien faire, qu'il faut se contenter des tensions qui existent aujourd'hui entre les populations locales et les populations immigrées. Ça n'est pas satisfaisant pour nous. Nous pensons d'ailleurs à l'inverse, que l'égalité et la justice, c'est précisément de repousser ces amendements pour permettre de durcir les conditions d'accès à la nationalité française. Je vous remercie. S'il n'y a pas d'autres prises de parole, monsieur le rapporteur, un petit mot, monsieur le président, pour dire que, cher collègue Bernalicis, vous défendez les principes, tous les principes, rien que les principes, et sans exception, sinon c'est plus le principe. Écoutez, d'une certaine façon, vous remettez en cause la construction de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui affirme l'égalité, la liberté, etc., mais dans le cadre des lois qui les régissent. C'est la loi qui est la limite. C'est la loi qui est la limite. C'est exactement ce que nous faisons à l'instant, dans le respect de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui lui-même considère qu'il n'y a pas atteinte au principe, puisque justement il y a proportionnalité, et parce que c'est appliqué à un territoire dont on prend en compte la situation particulière. La situation particulière n'est pas stigmatisante, elle n'est pas excluante, ce n'est pas une rupture du principe d'égalité, c'est au contraire se donner les moyens d'avoir la concrétude, l'application concrète de l'égalité et de l'accès à un certain nombre de services publics. Je crois que c'est important de le rappeler effectivement. Voilà pour cette proposition de loi de la droite républicaine pour restreindre le droit du sol à Mayotte. Alors ce texte a été adopté par la commission des lois de l'Assemblée nationale. En revanche, tous les amendements déposés par les oppositions ont été rejetés, ceux de la gauche comme ceux du Rassemblement national. Et précisons qu'à Mayotte, près d'un tiers de la population de l'archipel est en situation irrégulière. La suite au prochain épisode, ce sera le 6 février puisque le texte arrive en séance publique. Bonne journée sur LCP, à très bientôt.